Le samedi 7 mars 2026, à l'aube, dans le district de Grogan à Nairobi, des secouristes montent sur des carcasses de voitures empilées comme des os brisés. Ils fouillent sous les châssis, entre des tôles tordues, dans une eau noire qui se retire à peine. En ce moment même, au moment où la ville comprend ce qui s'est passé pendant la nuit, des corps sont encore coincés sous des véhicules déplacés par le fleuve. Au moins 25 morts sont comptés dans la capitale kenyane avant la fin de la journée, dont 21 hommes adultes et 4 enfants. 71 véhicules ont été emportés, plus d'une centaine ont été endommagés. 14 quartiers sont privés d'électricité après l'inondation d'un poste de distribution. Des vols sont déroutés. L'armée est déployée dans les rues. Et ce que les scientifiques ont trouvé, ce n'est pas un mystère, c'est pire. C'est un scénario annoncé, publié, daté, presque horodaté. AP News plus 2 Reuters plus 2. Ce que raconte cette catastrophe n'est pas seulement la violence d'un orage tropical, c'est le bruit régulier d'un pendule. Une oscillation mécanique entre alerte et oubli, pluie et promesse, mort et conférence de presse. Car plusieurs jours avant que la Nairobi River ne déborde et transforme Grogan en cimetière automobile, le Kenya Meteorological Department avait diffusé une alerte claire. Forte pluie attendue du 3 au 9 mars 2026, avec une intensification et un pic probable entre le 4 et le 7 mars. Le texte signalait explicitement un risque d'inondation localisée, en particulier dans les zones urbaines où les systèmes de drainage sont contraints. Les dates étaient là, le mécanisme était là, la vulnérabilité était nommée. Le mot crucial était déjà écrit, drainage contraint. KMD plus 2X, formerly Twitter, plus 2. Puis vient le vendredi 6 mars. En fin d'après-midi, le ciel se ferme sur Nairobi. Vers 16h, la pluie commence à marteler la ville. Elle ne tombe pas comme une simple averse équatoriale, rapide et bruyante. Elle s'installe. Elle insiste. 5 heures de pluie continue, au moins jusqu'après 21h selon les récits de terrain. Dans les 24 heures, les relevés font état d'une lame d'eau exceptionnelle pour une ville déjà vulnérable. Plus de 110 mm selon des synthèses météorologiques internationales. Et localement, autour de 160 mm à Wilson Airport selon plusieurs rapports médiatiques relayés au Kenya. Autrement dit, en une seule journée, Nairobi reçoit plus qu'un mois normal de pluie de mars. À partir de ce moment, l'hydrologie urbaine cesse d'être une abstraction. Elle devient une force de traction, de cisaillement, d'arrachement. The Guardian plus 2, Reuters plus 2. Dans une ville, la pluie n'entre pas dans le sol comme elle le ferait sur une pente végétalisée ou dans une plaine alluviale préservée. Elle frappe des toitures, des routes, des parkings, des dalles, des cours cimentés, des entrepôts, des ateliers. Chaque surface imperméable raccourcit le temps de réponse du bassin versant. Chaque drain obstrué réduit la section hydraulique disponible. Chaque construction avancée vers la rivière rétrécit le lit majeur. Le résultat est implacable. La pluie devient ruissellement presque instantané, puis concentration, puis surcharge, puis débordement. Ce n'est pas seulement beaucoup d'eau, c'est beaucoup d'eau, très vite, sur un système déjà saturé, dans une ville qui a grignoté ses propres marges de sécurité. Nairobi est assise à environ 1700 mètres d'altitude sur un plateau, structuré par la Nairobi River et ses tributaires, au sein du bassin de Lati. En termes géophysiques, cette topographie devrait offrir des couloirs d'écoulement identifiables, des zones d'expansion des crues, des plaines inondables capables d'absorber une partie de l'énergie. Mais la ville moderne a rogné ces espaces. Le fleuve n'a pas disparu, il a été étranglé. Ses berges ont été colonisées, ses corridors rétrécis, ses drains secondaires transformés en conduits insuffisants pour une métropole de plus de 4,5 millions d'habitants. La rivière conserve donc sa logique ancienne, mais la ville, elle, a oublié la sienne. The Guardian, Grogan. Et l'endroit où cette contradiction devient visible. Zone industrielle dense, ateliers mécaniques, commerce de pièces détachées, alignement de garages, structures légères, travail tardif, présence nocturne d'ouvriers, de gardiens, de vendeurs, de sans-abri abrités près des façades ou des berges. Quand l'eau envahit un tel espace pendant la nuit, elle ne rencontre pas seulement des biens exposés. Elle rencontre des corps fatigués, des hommes qui ferment des portes métalliques, qui attendent que l'averse passe, qui croient connaître la pluie de leur ville. C'est là que la catastrophe acquiert sa vitesse réelle. L'eau ne monte pas en silence,
elle charge, elle pousse, elle soulève, elle empile. Des matatus, des voitures privées, des carcasses de réparation, des portails, des tôles, des personnes. Au matin, la scène ressemble moins à une rue qu'à un champ de collision. Reuters +1. Le point le plus inquiétant, ce n'est pas que le système a cédé, c'est qu'il a cédé exactement comme annoncé. Les routes majeures de la capitale sont submergées. Les automobilistes se retrouvent piégés. La Nairobi Expressway est temporairement ouverte sans péage pour détourner le trafic et extraire des véhicules de Mombasa Road. Le poste South Sea de Kenya Power est inondé après l'effondrement de son mur d'enceinte. Des quartiers perdent l'électricité. Kenya Airways confirme des perturbations et des déroutements vers Mombasa. Le président ordonne l'intervention de l'armée et la libération de vivres issus des réserves stratégiques. Le vocabulaire officiel parle d'urgence, de réponse, de coordination. Mais le langage physique, lui, parle d'autre chose. Seuil dépassé, capacité insuffisante, énergie cinétique transférée à la ville. AP News +2 Reuters +2. C'est ici que la fragilité de la civilisation moderne apparaît dans sa forme la plus nue. Nous imaginons souvent l'effondrement comme un grand bruit lointain, une faille qui rompt, un volcan qui explose, un cyclone qui déchire un littoral. Mais dans de nombreuses capitales africaines et asiatiques, la catastrophe urbaine a une mécanique plus prosaïque et plus cruelle. Elle tient dans la section d'un collecteur, dans l'entretien d'un chenal, dans des sacs plastiques accumulés sur une grille, dans des remblais posés sur une zone humide, dans des murs construits trop près d'un cours d'eau qui a des siècles de mémoire hydraulique derrière lui. Quand ces détails s'additionnent, la ville cesse d'être une protection. Elle devient un amplificateur. Les météorologues n'avaient pas besoin de prophéties. Ils n'avaient besoin que des données. Une fenêtre de forte pluie liée à la saison des longues pluies, la variabilité régionale pilotée par les circulations tropicales et l'oscillation de la zone de convergence intertropicale, une humidité disponible élevée, des sols déjà humidifiés en milieu de semaine, des bassins urbains réactifs et une infrastructure connue pour sa faiblesse, le diagnostic était suffisant. Le problème n'était pas l'absence de connaissances. Le problème était le passage de la connaissance à la protection. À quoi sert un avertissement exact si la ville qui l'avertit reste hydrauliquement condamnée à répéter la même défaillance? KMD +2, The Guardian +2. Cette question devient encore plus lourde quand on regarde derrière nous, car le 7 mars 2026 n'apparaît pas dans un vide. Il arrive après 2024, après une saison des pluies qui a ravagé le Kenya, tué des centaines de personnes à l'échelle nationale et frappé Nairobi plus durement que tout autre comté, avec environ 256 890 personnes affectées et plus de 21 000 déplacés selon les bilans humanitaires. Après ces inondations, les autorités avaient promis des améliorations de drainage, de nouvelles stratégies de gestion des catastrophes, une accélération des projets liés au fleuve. Pourtant, moins d'un an plus tard, les mêmes mots réapparaissent, comme si le système administratif, lui aussi, fonctionnait par crues successives. Constater, promettre, relâcher, recommencer. unosha.org +2, acaps.org +2. Et les parallèles historiques sont plus anciens encore. Nairobi n'est pas une ville étrangère aux inondations. Depuis des décennies, les épisodes de crues urbaines y révèlent la même structure de vulnérabilité. Urbanisation rapide, informalité des berges, capacité de drainage insuffisante, pollution solide qui étouffe les conduits, faiblesse d'entretien, exposition extrême des populations les plus précaires. À chaque épisode majeur, les cartes de dégâts changent un peu. Les noms des morts changent toujours, mais l'architecture du désastre reste presque identique. En géophysique, on dirait qu'il s'agit d'un système non linéaire, forcé de façon répétée, jusqu'à produire les mêmes points de rupture. En langage humain, cela signifie autre chose. La ville n'apprend pas à la vitesse du danger. Le changement climatique, lui, accélère le pendule. Les analyses récentes sur l'Afrique de l'Est indiquent que les fortes pluies sont rendues plus probables et plus intenses par le réchauffement d'origine humaine, tandis que les impacts les plus meurtriers dépendent aussi de l'urbanisme, de la pauvreté, de la gestion de l'eau et de l'occupation des sols. Voilà l'engrenage complet. L'atmosphère charge davantage les dés, mais la catastrophe finale se joue dans la ville, dans ses choix d'aménagement, dans ses abandons, dans sa mémoire courte. Plus l'air chaud contient d'humidité,
plus les épisodes extrêmes peuvent frapper fort. Plus une ville a supprimé ses zones tampons, plus cette énergie météorologique se convertit brutalement en mort. Reuters +2, World Weather Attribution +2. Le 7 mars au matin, cette conversion est déjà visible à Grogan. Des corps sont retirés sous les voitures. Des témoins racontent l'arrivée de l'eau comme une attaque soudaine. Un vendeur d'œufs âgé est retrouvé piégé sous un véhicule après avoir été vu emporté par le courant. D'autres habitants décrivent une scène où tout a simplement été emporté. Ce type de phrase revient souvent après les inondations meurtrières et elle mérite d'être entendue avec précision. Quand un survivant dit que tout a été emporté, cela signifie que les objets lourds ont perdu leur poids, que les repères familiers ont perdu leur place, que la géométrie quotidienne s'est dissoute en quelques minutes. Une ville fonctionnelle repose sur la fixité. L'inondation, elle, commence quand plus rien ne reste à sa place. Reuters +1. Alors la chronologie se referme comme un piège. Le 3 mars, l'alerte existe. Entre le 4 et le 7, la fenêtre de pic est annoncée. Le 6 mars au soir, l'orage s'abat sur une ville saturée. Dans la nuit, la rivière sort de son lit. Le 7 mars au matin, les secouristes récupèrent des morts sous des voitures, dans la même capitale qui avait déjà payé le prix fort moins d'1 an plus tôt. C'est cela, le battement du pendule. Pas seulement la pluie, pas seulement le fleuve, mais l'intervalle entre la prévision correcte et la protection absente. Ce que les scientifiques ont trouvé, finalement, n'est pas simplement un épisode de mauvais temps. C'est la preuve qu'une ville peut être parfaitement avertie et néanmoins frappée comme si personne n'avait su. Et dans ce genre de système, l'histoire ne s'arrête jamais au premier comptage. Elle recommence toujours avec la pluie suivante. KMD +2. AP News +2. Et maintenant, l'écho devient humain. Car derrière les chiffres, derrière les bilans révisés, derrière les cartes d'inondation et les communiqués d'urgence, il y a toujours la même scène primitive. Quelqu'un rentre chez lui, quelqu'un ferme une porte, quelqu'un croit avoir encore quelques minutes. Dans le district de Grogan, John Lamayan, 34 ans, agent de sécurité, regarde au matin un corps qu'il reconnaît. Un vieil homme, vendeur d'œufs au bord de la route, coincé sous une voiture déplacée par la crue nocturne. La phrase qu'il prononce a la simplicité terrible des vérités que rien ne répare. On l'avait vu emporté par l'eau depuis plus haut sur la route, puis disparu, puis retrouvé seulement au lever du jour, sous l'acier et la boue. C'est ainsi que meurent les villes quand leur drainage cède. Non pas dans une abstraction statistique, mais sous une voiture, dans l'obscurité, à quelques mètres d'un commerce, au milieu d'un quartier qui reprendra pourtant son activité dès que l'eau baissera. À Nairobi, un chauffeur de bus transforme son véhicule en îlot de sauvetage lorsque les rues commencent à se remplir. Il ne coupe pas le moteur pour fuir, il reste. Il charge des passagers, puis des inconnus, puis des gens qui n'avaient plus d'autre point haut que quelques marches, un capot, un trottoir presque englouti. Ce geste, dans les récits de catastrophes, revient souvent. Quand l'infrastructure échoue, la dernière digue devient humaine. Un bus devient refuge, une benne devient passerelle. Un commerçant devient sauveteur. Un conducteur devient coordinateur de crise. Mais une ville moderne ne devrait pas dépendre de ce genre d'héroïsme improvisé pour survivre à une pluie annoncée 5 jours plus tôt. Les morts racontent eux aussi une géographie sociale. 21 des 25 décès confirmés sont des hommes adultes. Ce détail n'est pas anodin, il dit où se trouvait l'exposition maximale. Les hommes gardent les ateliers, conduisent tard, veillent les garages, tentent de protéger des véhicules, de sauver un stock, d'aider un voisin, d'évaluer la profondeur d'une rue déjà transformée en chenal. Ils sont en première ligne quand l'eau prend soudain l'espace de travail, l'espace de circulation, l'espace marchand. Les 4 enfants morts disent autre chose, qu'une inondation urbaine ne respecte aucune frontière intime. Elle entre dans la nuit familiale, elle franchit les portes, elle prend les plus petits au même titre que les travailleurs tardifs. Dans une catastrophe de ce type, le bassin versant n'est pas seulement hydrologique, il est social. À l'extérieur de Nairobi, les drames se répètent avec une précision presque rituelle. Un pont submergé, une traversée jugée possible, un véhicule happé. Peter Chaka, 37 ans, tente de rentrer chez lui après le travail. Il essaie de franchir un ouvrage déjà noyé par la montée de la rivière.
L'heure approximative, là encore, glace le récit. Autour de 22 heures. Nuit complète. Visibilité réduite. Intensité du courant mal évaluée. Une erreur de quelques secondes et la route cesse d'être une route. Elle devient un bras d'eau. C'est l'un des mécanismes les plus constants des catastrophes de pluie extrême. Le danger mortel se présente sous la forme d'un espace familier qui ne l'est plus. Un pont, une route, un carrefour, une descente de garage, tout semble connu. Tout est devenu autre chose. Puis viennent les conséquences que les caméras ne montrent qu'en surface. 3500 foyers touchés rien qu'à Nairobi. Cela signifie des lits perdus, des réserves alimentaires souillées, des carnets, des médicaments, des uniformes scolaires, des outils de travail, des dossiers, des actes administratifs, des pièces détachées, des compresseurs, des machines à souder, des batteries, des générateurs, des stocks de commerce. Une inondation urbaine n'emporte pas seulement des personnes, elle décapitalise des quartiers entiers. Dans une zone comme Grogan, où l'économie repose sur l'atelier, la réparation, le commerce de pièces et la circulation continue de véhicules, chaque voiture emportée est une perte en chaîne. Chaque garage noyé signifie des journées sans revenus, puis des semaines. Chaque route coupée ajoute un coût logistique. Chaque poste électrique submergé transmet le choc plus loin encore, jusque dans les réfrigérateurs à l'arrêt, les chaînes du froid rompues, les pompes silencieuses, les petits commerces plongés dans l'ombre. La capitale révèle alors sa dépendance à des systèmes qui paraissent séparés, mais qui ne le sont pas. L'eau déborde et aussitôt l'électricité tombe. L'électricité tombe et les communications se dégradent, les ateliers s'arrêtent, les systèmes de pompage ralentissent, la circulation se désorganise. Les routes principales sont submergées, alors les marchandises n'arrivent pas, les travailleurs ne rentrent plus. Les secours mettent plus longtemps à atteindre les points bas. L'aéroport est perturbé, des vols sont déroutés. Et soudain, la catastrophe locale imprime sa marque sur la logistique nationale. Une inondation n'est jamais seulement de l'eau. C'est une réaction en chaîne dans un organisme urbain déjà tendu. Et plus la ville est grande, plus la panne d'un organe devient l'essoufflement du corps entier. C'est là que la comparaison historique cesse d'être un simple rappel et devient une accusation silencieuse. En 2024, les longues pluies avaient déjà mis le Kenya à genoux. Des centaines de morts à l'échelle nationale. Nairobi très durement frappée. Des dizaines de milliers de déplacés. Des promesses de curage, de réhabilitation, de refonte, de gestion intégrée, de régénération des berges. Des montants annoncés, des programmes nommés, des stratégies évoquées. Mais en mars 2026, le mécanisme de la tragédie est identique jusque dans son vocabulaire. Rivière sortie de son lit, zone urbanisée submergée, drains obstrués ou insuffisants, population précaire exposée, secours déployés à l'aube, discours d'indignation après coup. Le pendule a frappé une nouvelle fois, et il frappe toujours au même endroit, à l'interface entre le savoir technique et l'exécution réelle. Car la vérité la plus dérangeante se trouve peut-être ici. Le système d'alerte, lui, n'a pas entièrement échoué. Il a décrit le danger. Il a donné la fenêtre. Il a nommé les zones vulnérables. Il a identifié le type d'impact attendu, inondation urbaine dans les secteurs à drainage contraint. Si l'alerte est correcte et que les morts surviennent quand même exactement dans l'intervalle annoncé, alors le point de rupture se situe ailleurs. Dans la chaîne de décision, dans l'entretien, dans la prévention matérielle, dans l'évacuation ciblée, dans la capacité à transformer une prévision en protection physique. C'est la différence fondamentale entre voir venir une catastrophe et l'empêcher de devenir un massacre. Et ce qui rend l'avenir plus inquiétant encore, c'est que tout indique une aggravation possible. Plus la ville s'étend, plus elle imperméabilise ses surfaces. Plus elle imperméabilise, plus elle accélère le ruissellement. Plus elle repousse ses habitants pauvres vers les berges, les talwegs et les zones de débordement, plus elle transforme les pluies extrêmes en événements létaux. Ajoutez à cela des épisodes de précipitations potentiellement plus intenses dans un climat qui se réchauffe, et vous obtenez non pas une anomalie, mais un système de risque en croissance. Un système où chaque saison des pluies devient un test de résistance pour des infrastructures qui n'ont pas été recalibrées à la hauteur de la menace. Le plus terrible est que la prochaine catastrophe n'aura pas besoin d'être beaucoup plus forte que celle-ci. C'est là le cœur du problème.
Les grandes tragédies naissent souvent non d'un record absolu, mais d'une répétition sur une structure déjà affaiblie. Un autre épisode de 80 mm. Une autre nuit de 5 heures de pluie soutenue. Un autre tronçon non curé. Un autre mur de poste électrique qui cède. Une autre berge encombrée. Une autre traversée sous-estimée. C'est ainsi que les bilans montent, non par surprise totale, mais par fatigue systémique. Par accumulation de petites défaillances compatibles avec la routine administrative, jusqu'au moment où elles cessent d'être petites parce qu'elles se synchronisent sous l'orage. Alors, l'horloge tourne. Elle tourne pour Grogan, pour les berges de la Nairobi River, pour les routes basses, pour les passages submersibles, pour les transformateurs en zone inondable, pour les ateliers qui rouvriront trop vite parce qu'ils n'ont pas le luxe de rester fermés, pour les familles qui reviendront dormir près de l'eau parce qu'elles n'ont nulle part ailleurs où aller. Elle tourne aussi pour la mémoire collective. Dans les jours qui suivent, les images choquent. Dans les semaines qui suivent, les débats se dispersent. Dans les mois qui suivent, la boue sèche, les carcasses disparaissent, le trafic reprend, et la ville recommence à vivre sur les mêmes lignes de faiblesse. Puis la pluie revient, et l'on découvre que le vrai ennemi n'était pas seulement l'averse, mais l'amnésie. Que faire alors quand une ville a déjà reçu l'avertissement, déjà connu le précédent, déjà enterré ses morts, et continue pourtant à perdre la même bataille? Il faut d'abord parler avec précision, pas de fatalité, pas de catastrophe naturelle au sens paresseux du terme. La pluie est naturelle, l'hécatombe, elle, est construite. Elle naît de l'entretien différé, du drainage sous-dimensionné, de l'occupation des plaines inondables, de l'absence de zones d'expansion des crues, du défaut de collecte des déchets, de la faiblesse des alertes de quartier, de l'insuffisance des itinéraires d'évacuation, du retard dans le déplacement des populations les plus exposées. Ensuite, il faut agir sur ce qui casse toujours en premier, les drains secondaires, les points bas, les ponts submersibles, les postes critiques, les tronçons de berges où la rivière n'a plus de place. Enfin, il faut accepter une vérité politiquement ingrate, mais physiquement incontournable. Certaines zones ne peuvent pas rester occupées comme si la rivière avait disparu. Le coût de cette adaptation sera élevé, mais il sera inférieur au coût des morts répétées, des infrastructures détruites, des stocks anéantis, des routes paralysées, des réseaux affaiblis, des entreprises frappées encore et encore. Toute capitale qui refuse de comptabiliser le prix réel de l'inaction finit par le payer en vies humaines. Et ce paiement se fait toujours dans les quartiers où l'exposition est la plus dense et le pouvoir de partir le plus faible. Au bout du compte, l'image la plus juste de Nairobi en ce mois de mars n'est pas seulement celle de voitures empilées dans Grogan. C'est celle d'un avertissement météorologique exact suspendu au-dessus d'une ville inachevée. Une ville qui savait. Une ville qui avait déjà vu. Une ville qui avait déjà promis. Et au matin du 7 mars 2026, sous les carcasses, dans la boue, parmi les manoles ouverts et les ateliers éventrés, cette contradiction devient insoutenable. La pluie est arrivée à l'heure. La crue a suivi sa logique. Les morts, eux aussi, sont arrivés dans la fenêtre prévue. Ce n'est pas le ciel qui a rompu sa parole. C'est la ville qui n'a pas tenu la sienne. Le pendule bat encore. Il bat dans chaque nuage qui s'accumule au-dessus du plateau. Il bat dans chaque rivière urbaine à qui l'on a retiré son espace. Il bat dans chaque promesse de curage reportée d'une saison à l'autre. Et il continuera de battre jusqu'au jour où l'alerte ne sera plus seulement un texte publié, mais une chaîne complète de protection, de dégagement, de travaux, de relocalisation, d'entretien, de discipline hydraulique. Sinon, la prochaine pluie fera ce que celle-ci a déjà fait. Elle entrera de nuit. Elle prendra les routes connues. Elle soulèvera l'acier. Elle coupera l'électricité. Elle demandera encore aux habitants de devenir leurs propres sauveteurs. Et au matin, une autre ville regardera sous les voitures en se demandant